Bismillah. Depuis plusieurs heures déjà, Lumina et ses amis apercevaient les tours du château des Météores. Perché sur un éperon rocheux, celui-ci dominait la ville de Forlange, elle-même, construite sur un promontoire qui surmontait la vallée. La jeune fille et ses amis aperçurent sur la route d'énormes blocs de roches. Et plus, ils approchèrent de la ville, plus les rochers abondaient, plus leur dimension augmentait. La légende disait qu'ils étaient tombés du ciel à une époque où la vie n'était pas encore apparue. Certains même prétendaient que Forlange avait été bâtie sur le plus gros d'entre eux. La princesse abandonna Urias aux alentours de la ville. Elle murmura quelque chose à son oreille pour qu'il reste sagement à l'attendre dans les bois. C'était une formule apprise dès son enfance lors des enseignements de sa mère, la reine magicienne Kahari. Ce simple sortilège de lien l'empêcherait mieux que toutes les corps du monde de s'éloigner ou pire de s'envoler. Elle eut une pensée émue pour sa mère, morte en couche des années auparavant, alors qu'elle allait donner naissance au prince héritier. Une larme roula sur la joue de la jeune fille. Elle rejoignit Fodor et Nina. Cette dernière refusait obstinément d'adresser la parole au maître d'armes tant qu'il ne se serait pas excusé. La princesse essaya bien de convaincre le myrmidon, mais ce dernier faisait la sourde oreille avec une mauvaise foi évidente. Prends ma monture, Lumina, proposa tout de même Fodor. La ville de Forlange est encore loin, il fera nuit bientôt. Princesse, dites à ce malappris que je suis votre écuyer et que c'est ma monture que vous chevaucherez, déclara Nina en descendant de cheval. Allons, mes amis, cette querelle n'a que trop duré. Serrez-vous la main et n'en parlons plus. Peine perdue. La tentative de réconciliation se heurta à la détermination tenace des deux antagonistes. Lumina chevaucha avec l'un, puis avec l'autre, pour ne pas envenimer les choses. À l'approche de la ville, une impression bizarre s'empara d'eux. Il semblait que bien peu de voyageurs allaient dans la même direction. De nombreux groupes passaient à contresens. Apparemment, ils étaient les seuls à vouloir pénétrer dans Forlange. À un détour du chemin, en vue des portes de la ville, ils tombèrent sur un spectacle effroyable. Deux hommes, les mains liées dans le dos, pendaient aux branches d'un chêne du bord de la route. Une pancarte avait été accrochée à leurs vêtements, avec l'inscription suivante: J'ai désobéi aux ordres de Rancor. Un des soldats qui montait la garde à l'entrée de la cité les apostropha. Oh là, étranger, êtes-vous bien sûr de vouloir pénétrer à Forlange? Nous avons parcouru de nombreux lieux dans ce but, répondit la princesse. Réfléchissez bien. À dater de demain, personne ne doit plus sortir de la ville durant la prochaine quinzaine. Ordre du régent. Voyez ce qu'il en coûte à ceux qui désobéissent à notre roi, fit l'homme en désignant de la tête les deux suppliciés. À ce mot, la jeune fille se raidit sur sa monture. Il n'est pas encore roi, gronda-t-elle entre ses dents. 2 semaines, c'est juste le temps qu'il nous faut, ajouta-t-elle à haute voix cette fois. Je vous aurais prévenu, fit l'homme avec un sourire ambigu. Faites place, vous autres. Les soldats s'écartèrent en même temps que la nuit. Le brouillard tombait sur la ville. Un clair de lune blafard s'efforçait en vain de s'opposer à la progression de la pénombre. La ville était étrangement calme. Elle paraissait en attente de quelque chose. Les rares habitants qu'ils croisaient vaquaient à leurs occupations silencieusement, pressés. Les visages étaient tendus et personne ne répondit à leur salut. Charmant accueil, constata Fodor. Au fur et à mesure que les trois voyageurs pénétraient dans la cité, la brume épaisse et poisseuse envahissait les ruelles à leur approche, comme si la cité cherchait à se dérober à leur regard. Où nous emmenez-vous, princesse s'inquiéta Nina. Lumina arrêta sa monture. Nina avait raison. Il était inutile d'errer ainsi dans la ville. Mieux valait se reposer cette nuit et continuer les recherches demain. L'homme qu'elle était venue voir ne l'attendait pas. Alors quelques heures de plus ou de moins, arrêtons-nous à la prochaine auberge, au carrefour suivant. La nuit était si sombre qu'il était impossible de lire les enseignes accrochées au niveau des étages. Nous sommes perdus, gémit Nina. Cesse donc de pleurnicher dans elle, rouspéta Fodor, et fais donc confiance au pouvoir de notre princesse. Lumina était en effet en train de tendre sa main devant elle, paume ouverte. La main de la jeune fille devint soudain comme un joyau lumineux, et un éclair de lumière dorée jaillit en direction de la rue. D'un coup, ce fut comme si un beau soleil resplendissait dans cette ruelle inquiétante. Une enseigne, au blanc corbeau, se révéla alors aux yeux émerveillés de Fodor et de Nina. Entrons là, dit la princesse, en repliant sa main, éteignant du même coup la lumière magique qu'elle venait de faire naître dans la nuit. Quelques rideaux se tiraient déjà aux fenêtres.
Des Forlangiens curieux se demandaient ce qui venait de se passer, mais le trio était de nouveau noyé dans l'ombre. Le blanc corbeau marqua la fin de leur voyage. Ils laissèrent les montures à l'écurie et entrèrent dans la taverne. Tâchant de passer inaperçu, fit Lumina, en rabattant sa capuche sur sa chevelure blonde. À l'intérieur, l'ambiance était animée. Une grande table centrale accueillit une vingtaine de pauvres diables qui mangeaient de la soupe au buvet du mauvais vin. Lumina choisit une petite table près de la cheminée où deux chaudrons fumants étaient suspendus au-dessus des flammes. L'œil exercé de l'aubergiste repéra de suite cette clientèle visiblement plus fortunée que ses habitués. Apporte-nous un poulet rôti et 3 boulets de cidre, commanda Fodor. Les rires et les conversations s'arrêtèrent brusquement au point que Fodor crut qu'il venait de dire une obscénité. Mais le silence n'était pas dû à sa commande. L'entrée dans l'auberge de 3 hommes de belle taille venait de paralyser tout le monde. Salut la compagnie, cria le plus corpulent des 3 arrivants. Ils s'installèrent au bout de la grande table, non loin de Lumina et de ses amis. Peu à peu, les conversations reprirent en sourdine, mais les rires ne franchissaient plus les lèvres de l'assemblée. À boire, aubergiste, s'écria l'un des nouveaux venus. Visiblement, ils n'en étaient pas à leur première taverne, et encore moins à leur premier pichet de vin. Le plus grand, encore lui, passa la salle en revue. Tous les regards se baissèrent, tous sauf 3. Tiens, tiens, il y a là des têtes que je ne connais pas, déclara l'homme en se levant, et de bien jolis minots à ma foi. C'était un colosse à la carrure impressionnante. En d'autres circonstances, son visage aurait pu passer pour séduisant. Il s'approcha de la table de la princesse, et avec un geste d'une lenteur mesurée, il ôta la capuche de Lumina. Celle-ci resta immobile et silencieuse. Tout juste eut-elle un regard d'apaisement vers Fodor. L'homme émit un sifflement admiratif en voyant la blondeur de la jeune fille. Voyez-vous ça, fit-il en appuyant les mains sur la table. En face de lui, Ninia soutenait son regard. Alors mes beautés, qui de la blonde ou de la brune aura l'honneur de donner un baiser à Grandjean, poursuivit-il en répandant alentour une haleine avinée. Lumina leva la tête vers l'intrus et planta ses yeux dans les siens. L'homme soutint son regard un instant, puis se détourna, mal à l'aise. Du coup, il posa son index sous le menton de Ninia. Ce sera toi, annonça-t-il en l'empoignant et en la soulevant de son siège. Il te faudra d'abord apprendre les bonnes manières, Maro, fit Ninia d'une voix hautaine. À ces mots, les 2 complices du colosse éclatèrent de rire, et une partie de la salle se joignit à Toll. Grandjean fronça les sourcils et plissa les yeux. Cette petite diablesse mettait les rieurs de son côté et ne semblait guère impressionnée par sa puissance. Le châtiment serait la mesure de sa résistance. Il refermit sa prise, la maintenant contre lui, les mains dans le dos, présageant que l'affaire allait mal tourner. Lumina s'apprêtait à intervenir. Un signe discret de Fodor lui fit comprendre qu'il ne souhaitait pas qu'elle s'interpose. Alors, ce baiser, tu me le donnes ou je le prends s'impatienta Grandjean en soufflant, son haleine désagréable au visage de Ninia. Pouah, grimaça cette dernière, les narines froncées de désagrément. Je comprends mieux ta tactique à présent. Tu cherches à m'asphyxier de puanteur. Cette fois, personne ne rit. Au contraire, les visages se figèrent et chacun détourna son regard de la querelle pour ne pas voir ce qu'il allait advenir de l'infortuné Jouvencel. Mais avant que l'homme n'esquisse le moindre geste, est-ce ainsi que les habitants de cette ville souhaitent la bienvenue aux voyageurs, en leur envoyant le plus grand, mais le plus bête de la région? Une expression d'incrédulité se peignit sur le visage de Grandjean. Qui a dit ça? Qui a parlé? En plus, il est bigle, ironisa la même voix. Le grand escogriffe dut baisser les yeux pour enfin remarquer Fodor, qui s'adressait à lui. Il partit alors d'un rire tonitruant jusqu'à ce que les larmes lui viennent aux yeux. Profitant de son hilarité, Ninia lui glissa entre les mains. Tu me parais un peu attendre, joli Jouvencel, fit-il à son adresse. Puis revenons au myrmidon. Écoute, Avorton, tout autre que toi aurait déjà été mis en pièces, mais la lutte serait trop inégale et je n'en tirerais aucune gloire. Et puis il y a longtemps que je n'ai ri de si bon cœur. Cette farce te vaudra mon indulgence, et ton courage mérite une faveur. Sais-tu chanter? On dit que les petites gens de ton espèce n'ont pas leur pareil pour pousser la chansonnette. Je confirme, répondit Fodor, tout à fait serein. Il est exact que là d'où je viens, mon sens du rythme et ma voix de ténor sont appréciés de la plupart, à l'exception de quelques ignorants de cet art, conclut-il avec un clin d'œil vers Ninia. Voilà ce que je te propose, fit Grandjean, l'air satisfait. Quand la Jouvencelle m'aura donné un baiser, tu nous chanteras une chanson et nous serons quittes. Fodor parut réfléchir sans cesser de surveiller les géants. Puis il secoua la tête en signe de dénégation. J'ai une autre proposition, suggéra-t-il d'un ton désinvolte.
Tu t'excuses auprès de mes amis, et c'est toi qui nous chantes une chanson. L'autre ouvrit des yeux exorbités et frappa un coup de poing sur la table. La tension monta d'un cran dans la salle. Les clients les plus proches refluaient déjà vers l'autre bout de la salle. Tu abuses de ma patience, Nabo. Ou tu es fou, ou tu veux te suicider. C'est la deuxième fois que tu m'insultes. C'est une fois de trop, lâcha le maître d'armes en esquissant un pas vers le colosse. Aussitôt ce dernier se mit à danser sur une jambe en se tenant l'autre pied. Fodor venait de lui écraser le gros orteil d'un coup de talon de botte particulièrement bien visé. Dans la salle, tous retenaient leur souffle, à l'exception des deux amis de Grandjean, qui se levèrent d'un main long. Celui-ci leur fit signe de se rasseoir. Laissez-le-moi, je vais lui régler 100 comptes, lança-t-il d'une voix haineuse. Avant de terminer sa phrase, il s'élança sur le myrmidon, espérant ainsi le surprendre. D'un geste de toréador, ce dernier esquiva la charge et dans le même temps plaça un tabouret sur le chemin de Gange, qui alla terminer sa course cul par-dessus tête sous la table du liminant. Nina se pencha vers le grand escogriffe et lui glissa à l'oreille. Un baiser au vainqueur, fit-elle, avec un clin d'œil malicieux, avant de se mettre hors de portée d'un banc. L'autre se releva aussitôt et fit face au myrmidon qui n'avait pas bougé d'un pouce. Au lieu de reprendre immédiatement la bagarre, il se tint à distance, jaugeant le maître d'armes d'un œil averti. Indéniablement, l'avorton était un guerrier expérimenté, mais sa chance et l'effet de surprise ne se reproduiraient plus. Grandjean s'approcha avec méfiance de son adversaire, qui gardait une immobilité inquiétante. Il ne pouvait se permettre la moindre erreur. Il avait une réputation à Forlange, et s'il se faisait battre par cette demi-portion, l'humiliation serait terrible. Il bondit sur Fodor d'un geste vif. Encore une fois, il ne rencontra que le vide. L'autre lui fila entre les jambes, et au passage, du tranchant de la main, frappa un coup d'une précision diabolique, juste derrière le mollet. La douleur fut fulgurante, et Grandjean tomba à genoux, sonné. Maintenant que nous voilà à égalité, question taille, constata Fodor, tu vas nous chanter la complainte des baffes, poursuivit-il en lui envoyant une première torgnole. Pif, oui, paf, aïe, pif, oula. Chaque plainte de Grandjean était ponctuée par le claquement des taloches que lui assénait le maître d'armes. La salle entière avait pris, fait et cause pour Fodor et reprenait en chœur les cris de douleur du vaincu. Aïe, ouïe, oula. Saoulé de coups, Grandjean avait reculé, jusqu'à la porte, toujours à genoux. D'une dernière bourrade, le myrmidon l'expédia dehors avant d'aller se rasseoir avec Nina et Lumina. Sans demander leur reste, les deux amis du vaincu s'éclipsèrent sous les huées de l'assemblée. Ce qui est dit, fit Nina, en claquant un baiser sur la joue du vainqueur. Mais ton intervention est inutile. Je contrôlais parfaitement la situation. Du plus tôt que tu as tout fait pour qu'il t'embrasse, ironisa Fodor. Tu as eu le baiser. Chante-nous une chanson maintenant, lança un kidam. Une chanson, reprit la salle entière. Fodor se fit un peu prier, puis montant sur une table, réclama le silence. Mes amis, je voudrais bien, mais il y a ici quelqu'un qui n'apprécie pas ma. Une note de lutte l'interrompit. Nina s'était approprié l'instrument qui y traînait et l'accorda en un rien de temps. La main sur le cœur, Fodor s'inclina dans sa direction avant de s'adresser à l'assemblée. Je vais vous chanter une ballade que j'ai composée ce matin même, La nuit des mille collines. Que maudit soit le jour de cette chasse à court, que maudit soit celui que du roi a pris la vie. Refrain, cria le myrmidon. Les ténèbres s'en iront, la lumière reviendra. Les ténèbres s'en iront quand Lumina viendra. L'usurpateur depuis du jour a fait la nuit, les dames noires. Ses complices nous condamnent au supplice. Les ténèbres s'en iront, la lumière reviendra. Les ténèbres s'en iront quand Lumina viendra. Arcanie errant encore, nous opprime encore, mais bientôt Lumina des tyrans nous sauvera. L'auditoire écouta religieusement les premiers couplets, et bientôt
Tous reprirent encore le refrain malgré les remontrances de l'aubergiste, renonçant à les faire taire ou à baisser le ton. Celui-ci s'empressa de barricader portes et fenêtres. Quand, après sa chanson, Fodor descendit de son perchoir, l'un des participants prit sa place, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à une heure avancée de la nuit. L'auberge résonna de chants de révolte contre Rancor et les Dames Noires. Toujours assise à sa table, Lumina avait remis son capuchon sur ses cheveux blancs. Émue, elle écoutait son peuple chanter son désespoir. Seule Ninia, proche d'elle, vit que les yeux de la princesse étaient humides.